Bonjour chers amis, eh bien dans cette rubrique Sacrée Famille, nous allons parler pendant ce mois de mai de tout ce qui tourne autour de la sexualité et puis particulièrement aussi de ce qui nous vient par la théorie du genre, parce que décidément voilà une révolution anthropologique qui est trop importante pour ne pas en comprendre tous les enjeux. Et ça fait déjà maintenant un certain temps que, en France, nous avons reçu cette vague qui nous est venue des États-Unis, de cette théorie du gender et de ce changement de perspective sur ce qu'est l'identité humaine. Et au point que, bien sûr, maintenant, ça fait partie de programmes d'enseignement. Au départ, c'était dans des universités, puis ça a été ensuite dans les cours de SVT, en lycée ou en collège, et maintenant on en voit aussi parler de ça, de la question du genre et du sexe, y compris maintenant dans les écoles primaires. Ça se retrouve au coin de nombreux sujets que l'on peut traiter à l'Assemblée nationale en matière de santé, etc. C'est une théorie qui s'est développée aux États-Unis sur le terreau d'un féminisme assez radical. La personne qui est un peu reconnue pour être à l'origine de tout cela, c'est la fameuse Judith Butler, qui est une féministe, mais une féministe qui est allée beaucoup plus loin que ce courant féministe du XXe siècle, qui était d'ailleurs au départ bâti sur l'Évangile. Les premières féministes étaient des chrétiennes. Alors voilà donc cette question qui est effectivement maintenant très présente dans notre société. Il y a là derrière un aspect idéologique tout à fait évident et puis aussi surtout un peu subversif parce que cette théorie prétend remodifier complètement la société. Elle veut autrement dit réinventer le monde à partir de ce nouveau concept de genre. Alors, au départ, il y a eu ce qu'on appelle les études de genre, les gender studies, dans les années 70, qui étaient enseignées aux États-Unis au sens où on se préoccupait de ce que voulait dire effectivement la différence des sexes. La différence entre l'homme et la femme, pourquoi il y avait peut-être pas assez d'égalité entre l'homme et les femmes, les questions de rapport, de pouvoir entre hommes et femmes, tout cela donnait naissance à des études très intéressantes qui consistaient à observer les comportements sociaux de l'homme et de la femme. Sociaux beaucoup plus que conjugaux ou familiaux. Mais enfin, c'était effectivement un domaine de recherche qui était un peu pluridisciplinaire parce que c'était à la fois s'interroger sur l'histoire de cette relation entre l'homme et la femme, la sociologie, mais aussi en faire de la philosophie, du droit ou de l'économie. C'est tout cela qui a fait les études de genre qui sont absolument intéressantes. Et donc, c'est par ces études-là que progressivement s'est introduit des aspects beaucoup plus idéologiques qui, comme beaucoup d'idéologies, se sont emparés d'un vocabulaire pour définir les choses de façon un peu nouvelle. Alors, en français, nous avons le mot sexe qui veut dire à la fois le sexe biologique, notre constitution biologique qui fait que nous sommes des hommes et des femmes avec des organes et des hormones différentes, des chromosomes, etc. Et puis, il y a le sexe social, on dit bien sexe en parlant des hommes et des femmes qui ont des sexes différents, c'est-à-dire qu'ils ont des comportements d'hommes et de femmes. Donc, c'est à la fois biologique et en même temps social. Alors qu'en anglais, le mot sexe ne désigne que le sexe biologique. Et le sexe social se dit plutôt gender, c'est-à-dire le genre. Alors, nous connaissons ce mot genre parce qu'il s'emploie bien sûr à propos de la grammaire, où les mots eux-mêmes ont un genre. Il y a du masculin et du féminin. Et on a repris cette notion grammaticale du genre pour l'appliquer aux hommes et aux femmes. Et ce mot anglo-saxon de gender c'est donc attaché à désigner le comportement social de l'homme et de la femme, même s'il y a bien sûr un lien, peut-être ou sans doute, avec le sexe biologique. Ça veut dire que le genre féminin correspond très globalement au sexe féminin et le genre masculin
correspond globalement au sexe masculin. Mais bien sûr qu'il y a une petite complexité, c'est dire la richesse de ce qu'est la personne humaine, c'est qu'il y a du féminin chez l'homme comme il y a du masculin chez la femme. Et il y a bien des qualités masculines et des qualités féminines. Il est vrai que beaucoup de qualités masculines se retrouvent chez les hommes et beaucoup de qualités féminines se retrouvent donc plutôt chez les femmes. Mais il n'y a pas de frontières qui sont si bien définies que cela. Et c'est à cause de ce flou, mais aussi de cette richesse qui existe en étudiant la différence homme-femme, que effectivement peut s'infiltrer cette philosophie nouvelle qui va faire quelque chose de très différent à partir de ces constatations qui sont faites sur ce qu'est le masculin et le féminin, sur ce qu'est l'homme et la femme. Et c'est ce sens social de genre qui va définir une construction sociale et culturelle tout à fait nouvelle, le genre devenant un peu plus subversif à ce moment-là parce qu'il va désigner l'identité de l'individu qui se construit sur l'environnement social et culturel, et non plus sur sa nature originelle. Ça veut dire que le genre n'est pas fondé sur un donné biologique, mais sur la perception subjective de l'individu. Et c'est là qu'il y a quelque chose de pernicieux parce qu'on échappe au caractère scientifique de ce que l'on veut faire, et en revenant sur du subjectif, cette théorie du genre est en réalité la qualité de ce que l'on ressent soi-même comme sexe. Et c'est comme ça que l'on a pu ouvrir complètement la question et faire dépasser les qualités habituelles que l'on connaissait à l'homme et à la femme. Cela a commencé historiquement à Pékin, au sommet sur la femme en 1995. C'est là qu'on commence à utiliser, même dans les textes internationaux, ce terme de gender. Et puis le Conseil de l'Europe a pris ensuite la suite de tout cela. Tout cela donc s'origine sur un livre qui a été très important de Judith Butler, une américaine, qui s'appelle « Troubles dans le genre pour un féminisme de la subversion ». Et donc c'est là que quelque chose devient militant. On n'est plus dans la science, on n'est plus dans la philosophie, on est dans des revendications. C'est ce que dit Judith Butler, qui dit la chose suivante, que le genre est culturellement construit indépendamment du biologique, qui lui semble attaché au sexe. Si le genre renvoie aux significations culturelles que prend le sexe du corps, alors on ne peut plus dire qu'un genre découle d'un sexe, d'une manière et d'une seule. Et donc, dans cette quête d'égalité entre l'homme et la femme, qui est tout à fait juste et justifiée, s'est introduit cette chose qui a faussé les définitions, parce qu'on est rentré dans une opposition qu'on peut dire très violente quelquefois, entre nature et culture. Pour les partisans de cette théorie du genre, donc, la culture doit s'imposer à la nature. Et donc, comme le dit le philosophe Foucault, qui a critiqué l'hétérosexualité, il propose, lui, d'ouvrir, autrement dit, des virtualités relationnelles et affectives nouvelles. Ce qui veut dire qu'entre la nature, qui est ce qui est donné à l'homme avant son intervention, il y a aussi la culture, c'est ce qui est apporté par l'homme. Et bien sûr que la culture a renforcé ce que a fait la nature, la différence entre l'homme et la femme. Mais c'est parce que, et c'est tout à fait vrai, que la nature a pour ainsi dire écrasé l'homme et elle l'a empêché quelquefois de se construire peut-être autrement et d'avoir sa propre perception de lui-même. Autrement dit, se laisser dicter nos choix par la nature, c'est ressenti même comme contraire à la liberté humaine. Pour être libre, il faut être capable de définir soi-même notre propre sexe.
Cela, voyez, vient de ce qu'on a voulu sortir de la domination de l'hétérosexualité sur les homosexuels. Et deuxièmement, d'une prééminence de l'homme sur la femme, c'est un fait historique. Donc il y a quelque chose qui peut être justifié, pour ainsi dire, dans cette démarche, c'est de corriger des inégalités qui sont un fait, mais en passant complètement en dehors de la science, de la biologie et de la nature. Voilà comment c'est précisé ces choses. Nous allons voir après la pause, bien sûr, les conséquences d'une telle déviation. Alors cette approche qui est philosophique, qui est théorique et qui est même idéologique, cette approche du genre, c'est donc est sortie du domaine de la rationalité pour appliquer au sens où l'homme dans le droit positif peut décider ce qu'il veut pour lui-même. Eh bien, les gender féministes, ces partisans de cette théorie du genre, évidemment, ont largement influencé la loi. Ils ont demandé de corriger la loi pour enlever ce qui relevait de la nature et n'y remettre que ce qui provient de la culture, de ce que l'homme veut décider par lui-même. Sylviane Agachinsky, une philosophe, fait remarquer ceci. On ne semble pas remarquer que la revendication du mariage homosexuel ou de l'homoparentalité n'a pu se formuler qu'à partir de la construction ou de la fiction de sujets de droit qui n'ont jamais existé, les hétérosexuels. On ne parle d'hétérosexuels que depuis qu'on a fait cette théorie du genre. Et c'est en posant comme une donnée réelle cette classe illusoire des hétérosexuels que l'on est venu à se poser la question de l'égalité des droits entre homosexuels et hétérosexuels. Alors qu'il s'agit d'une fiction, parce que ce n'est pas la sexualité des individus qui fonde leur identité, qui fonde le mariage, la parenté.
mais c'est d'abord le sexe, c'est-à-dire la distinction anthropologique des hommes et des femmes. Voilà donc que pour des raisons stratégiques, il faut maintenant déconstruire le genre, la famille, la filiation et la reproduction même pour pouvoir finalement élaborer un nouveau droit de la famille. Et c'est pour ça que j'essaye de m'évertuer à comprendre ce que c'est que ce genre et je vois bien les conséquences importantes que ça peut avoir. Alors pour le coup, sur le plan concret, sur le plan de ce qu'est la famille, la maternité, etc. On voit bien là qu'il y a un paradoxe parce que ces féministes-là, je ne parle pas des féministes en général, mais celles-là précisément, qui rejettent la construction sociale et culturelle du genre qui a créé les hommes et les femmes, parce que pour elles, c'est la culture qui a créé les hommes et les femmes, et non pas la nature. Et donc cette différence des sexes s'impose à tous, et c'est ça qui créerait les inégalités. C'est ce que dit Caroline de Haas, par exemple, dans un article du Monde. En déconstruisant la soi-disant complémentarité des sexes pour construire celle des êtres, on cesse de mettre les hommes et les femmes à des niveaux différents. Et donc, vous voyez, c'est là qu'on voit qu'il y a une revendication importante qui est en partie justifiée, mais qui part complètement dans le décor, parce que cette revendication, c'est lutter contre l'inégalité entre les hommes et les femmes. Mais c'est oublier que ce que l'on appelle maintenant l'hétérosexualité, c'est-à-dire le fait d'être tout naturellement, je dis bien naturellement, un homme ou une femme, ce n'est pas une norme juridique, ça échappe au droit, puisque ça vient directement de la nature, ça échappe au droit, et ce n'est pas social. Mais c'est l'expression tout simplement de ce qu'est la condition humaine. La sexualité, la différence sexuelle, c'est un donné de la nature au même titre que le temps ou l'espace. C'est un donné très important pour l'espèce humaine. C'est pour ça que toucher à ces notions profondes, ça touche profondément à ce qu'est la société, à ce qu'est l'homme. Donc on touche d'abord, vous voyez, à cette distinction fondamentale en essayant de la nier. C'est pas donc pas simplement parce qu'il y avait une inégalité entre l'homme et la femme, mais c'est pour supprimer la notion même de sexe. Alors ça atteint bien sûr la famille, parce que cette théorie propose aussi de déconstruire la famille qui était fondée alors depuis des temps immémoriaux, et dans toutes les cultures, remarquez bien, dans toutes les cultures, parce que le gender, c'est une invention de l'Occident, qui n'est absolument pas admis dans la plupart des autres pays du monde. Et donc, cette théorie du genre déconstruit la famille qui est fondée sur le mariage entre un homme et une femme. Parce que tout de suite, on va voir là derrière que la femme y est maintenue dans un état de domination, alors qu'on connaît la magnifique théologie du corps de Jean-Paul II qui fait bien comprendre la richesse de cette différence sexuelle qui n'est pas une hiérarchie entre l'homme et la femme, mais qui est une complémentarité. Et il y a du travail à faire parce que dans l'histoire, de fait, il faut rattraper cette déviation qui est un véritable péché quand l'homme a pu se soumettre à la femme. Donc cette distinction qui fait la famille entre l'homme et la femme, parce que ça établit aussi le mariage, et voyez comment Alexandre a pu arriver à un mariage entre deux hommes et deux femmes, parce que ça n'est plus du tout à ce moment-là contraire à la nature. Et c'est parce que on voyait trop la femme comme maintenue dans un état de domination, ainsi d'ailleurs aussi que les enfants, que l'on veut déconstruire ce déterminisme naturel pour créer une nouvelle famille qui doit être pour le coup polymorphe, avec beaucoup de possibilités, des familles recomposées, monoparentales, homoparentales, bref, des familles que l'on choisit à sa façon. Et c'est là qu'il y a quelque chose qui est très, peut-être un peu satanique, de croire que l'homme, c'est l'homme qui fait son salut, c'est l'homme qui définit son identité.
Alors que la philosophie traditionnelle reconnaît bien que l'homme se définit par ce que la nature a fait de lui. Cette théorie du genre aussi atteint la maternité, parce qu'après la famille et le genre, la reproduction elle-même doit être déconstruite pour qu'elle ne soit pas forcément le fruit justement d'un homme et d'une femme, la reproduction. Et ça veut dire aussi que la situation par rapport à l'enfant va changer, parce que l'enfant ne se reçoit pas comme fruit de cette différence entre l'homme et la femme, mais il se désire, il se programme. Et cela est redoublé dans son importance par le fait qu'aujourd'hui, et c'est un autre chapitre, il y a les PMA, les GPA, toutes les façons de concevoir la génération humaine à partir de tubes à essai, à partir de tout un travail des biotechnologies qui nous montrent que l'on peut, pourquoi pas, se passer de la rencontre entre l'homme et la femme pour obtenir un enfant. Et donc, il s'agit de sortir de ces contraintes, en particulier la contrainte liée à la maternité, qui serait la cause principale de l'infirmité de la femme. Vous voyez que là, on arrive à des choses qui deviennent beaucoup plus graves parce que la maternité est vécue comme un mal, et que la femme doit pouvoir être libérée de cela, entre autres en pouvant bien sûr recourir à la biotechnologie, qui est là pour faire les mères porteuses, un jour les utérus artificiels, etc., etc. Voilà que tout cela, bien sûr, change beaucoup de choses dans notre société, dans notre façon de vivre en couple, en famille. Ça crée aussi des nouveaux droits. On entend parler de cela, de ces nouveaux droits de l'homme, avec ces déconstructions successives, on élabore des nouveaux droits, des droits des couples au mariage, ou le droit à l'enfant, le droit à la maternité. Il y a même des hommes qui sont en train de se demander s'ils n'ont pas aussi droit à la maternité. Voilà, c'est ce chemin que beaucoup d'États empruntent pour modifier des lois. Et c'est sûr que si ces droits sont adoptés par les instances internationales, eh bien c'est vrai que progressivement, ils finissent par s'imposer aux États. Donc nous avons effectivement quelque chose qui est important, qui est très grave et qui est tout à fait conséquent. C'est une évolution de notre société, de notre droit, à partir de ces petites études de genre qui ont été faites, c'est le démarrage, et qui ont conduit à ces transformations progressives de notre droit, de notre façon de concevoir l'homme et la femme. Nous allons voir la prochaine fois les autres conséquences, la façon dont il faut repenser la sexualité aujourd'hui. Et l'Église a des choses très importantes à dire là-dessus, soyez-en sûrs. Au revoir, chers amis.